Cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, vous êtes bien à Cartes sur table sur Hype FM. Dans une semaine exactement, de Sydney à Moscou, de Londres à Berlin, de Washington à Téhéran, de Yerevan à Paris, la planète sera mobilisée pour commémorer le 106e anniversaire du début du génocide des Arméniens commis par le gouvernement jeune turc dans l'Empire ottoman. En France, cela sera la 3e journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens. Mais cette année encore, cette commémoration revêt un caractère particulier compte tenu des conditions sanitaires liées à l'épidémie de Covid. Année particulière aussi, car ces commémorations interviennent après une année où jamais depuis 1915, les Arméniens dans le monde entier et en France n'ont dû faire face de nouveau à des menaces de la part de la Turquie et de l'Azerbaïdjan qui rêvent de réaliser leur vieux rêve pan-turc. Agression des loups gris à Dessine, Vienne ou Dijon, articles négationnistes ou diffamatoires dans la presse, menaces sur la communauté arménienne du Liban ou de Syrie, et bien sûr la guerre menée d'abord dans le Tavouche en juillet dernier, avant d'attaquer l'Artsakh en septembre, faisant de nouveau 4000 morts, morcelant l'Artsakh de près de 75%, menaçant les communautés du Syunik et du Tavouche. Comme en 1915, c'est toute une génération qui a été assassinée par l'alliance turco-azérie, des milliers d'autres traumatisés et des milliers d'autres qui réfléchissent sérieusement à l'exil pour se protéger et protéger leurs enfants. Le CCAF a été fortement mobilisé tout au long de ces événements et continue de défendre âprement les intérêts de la communauté arménienne de France. Comment, dans ces conditions si particulières, va-t-on commémorer le génocide des Arméniens dans une semaine? Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir, par vidéo interposée compte tenu des conditions sanitaires, les deux coprésidents du CCAF, Murat Papazian et Arat Oranian. Messieurs, bonjour. 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 Nous nous étions quittés il y a 3 mois à l'occasion des 20 ans du CCAF pour une émission exceptionnelle au cours de laquelle vous aviez annoncé le lancement d'un certain nombre d'initiatives. D'abord, en préambule, avant de parler du 24 avril, où en êtes-vous sur l'ensemble de ces initiatives? Murat Papazian, peut-être? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez signalé, Harut Mardirosyan, le CCF s'est évidemment tout naturellement mobilisé pendant toute la guerre, septembre, octobre, novembre, pendant ces 44 jours où l'Azerbaïdjan et la Turquie ont attaqué l'Arménie et l'Artsakh avec force et moyens, avec des moyens militaires extraordinaires. L'Azerbaïdjan n'a gagné cette guerre que parce qu'elle a été soutenue par la Turquie, parce que la Turquie a envoyé 80 experts militaires à Bakou. L'Azerbaïdjan a gagné cette guerre parce que la Turquie a envoyé un armement de pointe de dernière catégorie. L'Azerbaïdjan a gagné cette guerre parce qu'effectivement, la Turquie a envoyé plusieurs milliers de soldats et plusieurs milliers de djihadistes qui sévissaient pour le compte de la Turquie en Syrie, sans que le monde bouge. La petite Arménie et l'Artsakh, les combattants, les jeunes militaires, les forces volontaires ont résisté tant qu'elles ont pu, et on s'est rendu compte que, en réalité, en 2020, on était comme en 1915, il y avait les belles paroles, mais il n'y a pas eu d'intervention. Alors nous avons mobilisé tout ce que la France compte de leaders d'opinion, de personnalités politiques. Nous avons organisé 6 manifestations à Paris, il y en a eu dans toute la France, organisées par le CCAF et par des organisations qui étaient en contact avec le CCAF dans cette période-là. Nous avons inspiré plusieurs tribunes signées par des personnalités. Nous avons participé à des plateaux, à des débats avec des représentants de l'Azerbaïdjan. Il y a eu finalement beaucoup de médias, une fois que les médias ont compris que la guerre s'installait. Et donc, nous avons fait notre job, en réalité. Nous avons mobilisé toute la France en soutien à l'Arménie, à l'Artsakh, et pour condamner la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et puis ensuite, il y a eu une campagne que nous avons voulu mener pour la libération des otages, la libération des prisonniers de guerre, parce que c'est une des priorités aujourd'hui. Elle fait partie de l'accord, c'est un des points de l'accord. L'Azerbaïdjan et l'Arménie devaient libérer les prisonniers de guerre.
L'Arménie les a libérés instantanément, tout de suite après avoir signé l'accord du 9 novembre, et l'Azerbaïdjan refuse aujourd'hui non seulement de libérer les prisonniers de guerre, et donc nous avons mobilisé, pareil, 150 personnalités pour que ces personnalités demandent en fait au gouvernement français de tout mettre en place, au président de la République, de jouer son rôle de coprésident du groupe de Minsk pour faire libérer ces prisonniers. C'est la priorité du moment. Imaginez dans quelles conditions ces prisonniers doivent être traités dans les prisons azerbaïdjanaises. Et puis, nous avons pris conscience également que la responsabilité du CCAF était énorme dans ces moments-là et que nous devions nous renforcer et que nous devions être encore plus puissants et que nous devions refuser l'entre-soi, que nous avons refusé depuis 20 ans déjà. L'entre-soi n'a aucun intérêt. C'est la raison pour laquelle nous avons créé les Amis du CCAF avec une publication de 70 personnalités, des personnalités, des leaders d'influence, des leaders d'opinion, 70 plus 30 qui nous ont rejoints encore. Aujourd'hui, il y a 100 amis du CCAF qui vont être actifs aux côtés du CCAF dans le combat pour la cause arménienne, dans le combat pour dénoncer effectivement l'Azerbaïdjan et la Turquie, pour soutenir l'Arménie et l'Artsakh. C'est dans ce contexte-là qu'on aborde effectivement le 106e anniversaire du génocide arménien, qui sera évidemment un 106e anniversaire de combat, un 106e anniversaire de revendication, un 106e anniversaire qui devrait être marqué sous le sceau du renforcement en fait de la force de frappe de la communauté arménienne de France. Toragnan, est-ce qu'il est, comme vient de le dire Moulad Papazian, indispensable dans ce contexte de disposer d'une force arménophile importante en France et de relais d'opinion? On sait depuis longtemps, Harout, que le pétrole, les hydrocarbures du peuple arménien, de l'Arménie, c'est la diaspora. Nous avons, avec la diaspora, en France, aux États-Unis, au Liban, partout, des moyens de pression assez importants sur les gouvernements et sur les pays dans lesquels on vit. Nous pesons sur les opinions, nous pesons d'une certaine manière sur les médias, nous essayons de peser, nous nous évertuons à peser sur les gouvernements. C'est ce qui s'est passé en particulier en France depuis un certain nombre d'années. On a multiplié les explications, les campagnes de sensibilisation, comme l'a dit Mourad, auprès des leaders d'opinion, auprès des politiques, auprès des médias, des journalistes, des intellectuels. Et je crois que nous avons réussi d'une certaine manière à faire un petit peu bouger les choses. Ce n'est pas suffisant, parce que nous avons affaire, bien entendu, à des pays, à des États, à des dictatures qui ont des moyens bien plus considérables que peuvent l'être ceux de l'Arménie. Petit pays en nombre, petit pays en économie, mais grand pays, bien sûr, par sa culture, par son histoire, par tout ce qu'il représente, mais petit pays dans les rapports de force internationaux. Mais nous venons en force d'appoint et nous avons réussi à marquer un certain nombre de points, ce qui fait qu'aujourd'hui, le 24 avril, le jour qui symbolise l'extermination des Arméniens, le 24 avril est devenu en France une journée nationale et comme vous l'avez dit, pour la 3e année consécutive, nous allons le commémorer avec des messages évidemment très particuliers qui auront trait à ce moment de l'histoire qu'est le génocide de 1915, qui, comme on l'a dit dans notre communiqué du CCAF, n'appartient pas au passé. Un génocide, ça n'appartient pas au passé. Un génocide, vous savez, j'en discutais la semaine dernière avec mes amis Tutsi d'Ibuka France, et qui avait organisé une réunion avec des membres du mémorial de la Shoah. Et M. Rodier, qui est professeur d'histoire-géographie et qui est formateur au mémorial de la Shoah, expliquait qu'en effet, un génocide, ça n'appartient pas au passé. Un génocide, c'est une hypothèse. Et on s'en est bien rendu compte
aujourd'hui, avec les événements qui sont produits, en effet, au Haut-Karabakh, c'est ce guet-apens qui a été tendu au Haut-Karabakh avec, comme l'a dit Mourad, bien entendu, on le sait tous, la force de la Turquie, deuxième allié, deuxième force de l'OTAN, l'Azerbaïdjan, en appoint, hélas, la technologie israélienne, que j'ai dénoncée il n'y a pas longtemps, que nous avons dénoncé dans des médias israéliens, ce qui n'a pas d'ailleurs empêché nos amis de la communauté juive de prendre position très clairement en France aux côtés du peuple du Haut-Karabakh et aux côtés du CCAF. Ce sont les moyens qui sont à notre disposition que nous mettons en œuvre face à des économies considérables, des armes considérables de dernière génération, une lâcheté internationale. Comme l'a dit Mourad, oui, comme en 1915, le monde s'est tu. Ce qui c'est terrifiant quand on y pense, ce qui s'est passé, c'est ce silence. Seule la France a élevé la voix avec le président Macron, mais c'était trop faible. La France est trop isolée par rapport à l'Europe et la Turquie continue de parader, la Turquie de triompher, la Turquie continue d'imposer sa loi. La Turquie continue d'exercer son chantage sur l'Europe, sur les États-Unis en tant que force de l'OTAN, de jouer sur tous les tableaux et d'imposer son cynisme et sa politique pan-turquiste anti-arménienne. En réalité, la situation n'a pas changé. Nous avons évidemment réussi à créer des formes de rapport de force dans l'opinion qui nous permettent de résister, qui nous permettent de marquer des points politiques et diplomatiques. Nous allons continuer ce 24 avril avec énormément de détermination, parce que nous sommes dans la résistance, nous sommes dans la résilience, et le prochain 24 avril sera bien entendu un moment de cette résilience qui aura d'autant plus de résonance que la communauté arménienne de France elle-même, concomitamment, évidemment pas dans les mêmes proportions, mais concomitamment à ce qui s'est passé au Haut-Karabakh, a été elle-même la cible des agissements, des affidés du panturquisme sur le sol national. Donc il y a bien sûr énormément de questions et de revendications qui vont être posées à ce 24 avril. Faites-nous confiance pour le faire. Dans l'unité, nous avons une arme extraordinaire avec ce CCAF qui regroupe l'éventail le plus large des sensibilités et des opinions arméniennes. Avec cette unité, parce qu'il n'y a rien en réalité qui puisse nous diviser sur ces questions-là, tout le reste n'est qu'accessoire. Avec cette unité, nous allons continuer le combat et j'espère que nous allons marquer des points. Alors, vous l'avez dit également, l'année dernière, nous étions à la même période dans un confinement complet. Nous étions à nos balcons pour applaudir les soignants, etc. Et ça avait eu un impact fort sur le 24 avril, où les manifestations avaient été réduites de manière très drastique. On était dans le premier pic de la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur comment vont se dérouler cette année, dans ce contexte sanitaire, les commémorations du 24 avril? Oui, bien sûr. Cette année, les conditions sont un peu différentes puisqu'on était dans le confinement strict l'année dernière. Cette année, nous discutons effectivement avec les services de la présidence de la République et de la préfecture de police à Paris, mais également à Marseille, mais également à Lyon, mais également dans toutes les autres régions de France où le 24 avril doit s'organiser. Et ce que nous pouvons vous dire au moment où nous nous parlons, c'est qu'un rendez-vous est fixé le samedi 24 avril à 15h à Comitas, à la statue Comitas, pour la cérémonie républicaine, donc comme tous les ans, avec un représentant du gouvernement, avec représentants des pouvoirs publics, avec effectivement un certain nombre de personnalités, et puis la communauté arménienne, évidemment. Ensuite, nous discutons sur le principe d'une marche avec la préfecture de police de Paris. Ce principe est évoqué aujourd'hui
et nous évaluons avec les services de la préfecture les possibilités de marche donc après ce rendez-vous de 15 heures. Donc les choses ne sont pas encore arrêtées. Les choses sont plus claires à Lyon et à Marseille, puisque à Lyon, un rendez-vous est à 16 heures devant le consulat de Turquie pour aller à la place Antonin-Poncet. Et à Marseille, un rendez-vous à 14h30 place Castellane pour aller devant le consulat de Turquie. Donc, il y a cette année, évidemment, puisque les choses sont possibles, une vraie volonté d'organiser la revendication arménienne à l'occasion du 24 avril. Bien entendu, les choses sont évaluées avec les services de l'État pour que cela puisse se dérouler dans le respect de la sécurité de tous et de chacun, évidemment. Évidemment. Donc, c'est un 24 avril que nous voulons mobilisateur, revendicatif, que nous axerons sur la question de la libération des otages, des prisonniers de guerre arméniens détenus par l'Azerbaïdjan, mais aussi une condamnation internationale de l'Azerbaïdjan pour crimes de guerre et de la Turquie avoir directement participé en fait à cette guerre-là. Vous avez vu récemment que les États-Unis considèrent que la Turquie a directement participé à la guerre et donc c'est un point sur lequel il ne faudra pas lâcher. Donc à un moment donné, il faudra mettre la pression effectivement parce qu'on n'en restera pas là avec cette guerre-là qui a été une guerre inégale, totalement inégale. Et donc, il faudra que la diaspora continue à se mobiliser pour regagner ce qui a été perdu, regagner politiquement ce qui a été perdu militairement sur place. Et ce 24 avril peut être un rendez-vous, une espèce de planche de rappel, justement pour prendre notre élan pour les combats futurs. Arat Oranian, donc on a bien compris, rendez-vous à 15 heures samedi prochain devant le monument de Komitas. C'est un appel à tous et toutes pour venir dans l'Union, dans le respect des conditions sanitaires, des ports du masque, etc. Mais on est encore dans une manifestation revendicative cette année. Bien entendu, on ne va pas revenir sur les conditions sanitaires, vous les connaissez, et on invite les gens à venir avec les masques, en respectant les distances. Vous savez, le Covid fait énormément de dégâts. Nous avons perdu des personnalités, nous avons des personnalités éminentes, des militants de la communauté qui sont aujourd'hui hospitalisés, nous avons des personnes touchées, malades. Donc on va évidemment veiller au respect absolu des conditions sanitaires. Nous avons d'ores et déjà, en ce qui concerne l'ITAS, mobilisé un certain nombre de postures politiques qui seront présentes. D'habitude, nous aurons, je ne trahis pas un secret si je vous dis que nous aurons évidemment la mairie de Paris, et peut-être cette année nous élargirons peut-être le champ à d'autres personnalités. Nous aurons, je pense, une représentation du gouvernement. Nous sommes en train d'en discuter. Nous savons aussi qu'il y aura cette année à Yerevan, au 24 avril, une délégation du Sénat qui se rendra sur place, conduite par M. Larcher, et qui sera également renforcée, d'après nos informations et ce qu'on nous a dit, par un membre du gouvernement. Donc nous allons et nous travaillons pour faire en sorte que les choses soient politiquement au niveau le plus élevé pour ce 24 avril, et que nous puissions faire passer d'une manière forte le message que nous voulons faire passer. Je ne vais pas rappeler ce qu'a dit Mourad sur la question des prisonniers, sur aussi la question du statut du Haut-Karabakh, de la sécurité de l'Arménie. En tout état de cause, nous n'accepterons jamais que dans cette région, le fait accompli par la violence, que la guerre prime sur le droit. La France, les autres coprésidents du groupe de Minsk, les États-Unis, la Russie
le monde civilisé, le monde occidental doit prendre ses responsabilités par rapport à qui n'est rien d'autre que l'hypothèse, comme je le disais tout à l'heure, d'un précédent pour d'autres drames qui pourront se produire jusqu'en Europe. Nous avons une Turquie qui a envahi la Syrie, qui a tiré dans le dos des Kurdes qui nous avaient protégés contre Daesh, qui menace l'Europe en Méditerranée, en Grèce, qui pénètre d'une manière illégale dans les eaux territoriales de Chypre. Nous avons un État hyper turc, hyper agressif, qui non seulement prône le panturquisme, mais qui prône aussi le djihad, qui utilise le djihad, qui joue sur la fibre religieuse d'une manière absolument scandaleuse. J'ai regardé hier encore des discours d'Erdogan qui en appellent au monde musulman, au croissant contre la croix. On croit rêver. C'est bien sûr que nous n'irons jamais sur ce terrain-là, mais l'Europe, nos dirigeants, nos gouvernements doivent se réveiller. Nous avons, avec l'axe Ankara-Bakou, une menace qui s'est exercée et qui a fait des dégâts considérables, des dégâts humains considérables, comme vous l'avez rappelé, sur toute une génération de jeunes Arméniens au mois d'octobre et novembre dernier, mais qui peut demain créer d'autres dégâts humains sur des jeunes qui cette fois-ci ne seront peut-être pas arméniens, mais qui seront tout simplement européens. Et il faut bloquer ça. Il faut parler avec la Turquie le seul langage qu'elle comprend, celui des rapports de force politiques, celui des sanctions. On ne peut pas aller à Canossa discuter avec la Turquie comme on l'a fait, comme l'ont fait les dirigeants européens il y a quelques jours encore, où ils se sont fait humilier par Erdogan avec l'affaire du Sofagate. Ces humiliations, ces lâchetés sont indignes, elles déshonorent l'Europe, elles déshonorent d'une certaine manière, par ricochet, la France aussi, qui doit prendre ses responsabilités. Nous savons que c'est difficile pour la France. Nous savons que d'autres pays en Europe sont beaucoup moins scrupuleux que la France sur cette question-là. Mais, en effet, nous devons créer un effet de levier avec notre mobilisation pour mobiliser les pouvoirs publics français et là, mobiliser l'Europe, faire prendre conscience qu'il faut en finir avec cette agressivité d'Erdogan, avec cette agressivité du panturquisme, avec cette Turquie triomphante et arrogante qui fait sa loi et qui vient de tuer encore des Arméniens 106 ans après 1915. C'est totalement insupportable, c'est contraire à toutes nos valeurs, à la morale, et il faut crier le plus fort possible pour réveiller les démocraties et leur faire prendre conscience que cette menace qui vient de frapper les Arméniens, demain elle peut les frapper au cœur de l'Europe. Et croyez bien que M. Erdogan s'y emploie, il travaille parce que lui, il a une vision. Alors, messieurs, justement, vous venez de parler à la Toranian du rôle de la France. Vous êtes en contact, je n'allais pas dire permanent, mais en tous les cas très régulier avec l'exécutif pour préparer ces commémorations. Dans quel état d'esprit est le président de la République et ses services sur cette commémoration du 24 avril 2021, compte tenu justement du contexte international? Peut-être Ara ou Mourad Papazian. Écoutez, vous avez raison de signaler qu'on est en contact permanent avec les services de la présidence de la République, comme nous l'avons été durant toute la guerre, après la guerre, pour préparer également ce 24 avril. Et donc, nous jouons notre rôle de représentants des associations arméniennes de France auprès des pouvoirs publics pour peser de toutes nos forces et de tout notre poids, en fait, et pour obtenir de la France des soutiens. Obtenir de la France des soutiens à la cause arménienne, obtenir de la France des condamnations, effectivement, de la Turquie. Vous avez vu de quelle manière l'opposition personnelle, du coup, entre Erdogan et le président de la République, Emmanuel Macron, s'est cristallisée au cours de ces 2 dernières années, 3 dernières années même.
On a bien vu de quelle manière la France a résisté assez dignement aux attaques de la Turquie, d'Erdogan, et Harat-Oranian a eu bien raison, j'aurais dû le faire avant lui, mais bien raison de concentrer en fait sur la personnalité d'Erdogan, qui est un chef d'État non seulement dangereux pour son propre peuple et pour son propre pays, non seulement dangereux pour la région, mais également extrêmement dangereux pour l'Europe et pour le monde, parce que comme l'a dit Ara tout à l'heure, Erdogan non seulement a créé l'islam politique à l'intérieur de ses frontières, il a totalement islamisé le pays, un islam politique, mais il a également totalement instrumentalisé politiquement les Turcs en Europe, en jouant avec le Miligorus sur la fibre religieuse et avec la COGEP sur la fibre politique. L'infiltration de l'Europe par la Turquie est une réalité aujourd'hui extrêmement dangereuse qu'il faut dénoncer, que nous dénonçons au plus haut niveau de l'État, et nous rencontrons une oreille plutôt attentive du président de la République Emmanuel Macron, comme nous avions rencontré une oreille attentive du président de la République François Hollande, comme nous avions rencontré une oreille attentive du président de la République Nicolas Sarkozy, parce que nous avons fait ce travail-là auprès de l'ensemble des présidents de la République et des gouvernements qui se sont succédés. Alors oui, il faut pas lâcher. Alors oui, il faut être très très sévère avec Erdogan. Et pour répondre à votre question, Harut Mardirossian, oui, nous avons une écoute extrêmement attentive de la part de l'Élysée. Ils commencent tous à comprendre que nous avons raison, en fait. Tout le monde comprend aujourd'hui que nous avions raison dès 2003 avec Erdogan, quand nous militions contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, et que tout le monde s'extasiait devant ces nouvelles forces islamo-progressistes qui arrivent, etc. Tout le monde comprend effectivement les discours que nous prononcions dans les différents dîners du CCAF contre Erdogan. Tout le monde comprend aujourd'hui les condamnations que nous exprimions devant tout le monde, devant tous les leaders politiques, devant les présidents de la République, les ministres, quand nous condamnions en fait les États qui vendaient des armes à l'Azerbaïdjan, parce que ça, on ne l'a pas fait entre nous. Le seul intérêt, en fait, c'est de condamner devant ceux qui vendent les armes. C'est de condamner les États devant ceux qui vendent les armes. C'est de s'exprimer devant ceux qui font la politique. L'entre-soi n'a aucun intérêt. Et la stratégie du CCF depuis sa création, c'est justement de permettre à la communauté arménienne de France et aux associations arméniennes de France d'être audibles, d'être entendues, de porter la parole auprès de tout le spectre de la vie politique française, de tous les parlementaires, de tous les maires, de tous les leaders d'opinion, des ministres, des présidents de la République, des ambassadeurs. C'est ça que nous faisons. Et je veux rejoindre Aratora tout à l'heure à souligner effectivement l'importance de l'unité, de l'union, être ensemble. C'est ensemble que nous serons plus forts. Et nous le démontrons depuis 20 ans, tous les jours. C'est grâce à la puissance d'union du CCAF que nous en sommes arrivés là. Alors, toutes les initiatives de francs-tireurs n'ont aucun intérêt. Toutes les initiatives de francs-tireurs qui se réduisent à l'entre-soi n'ont aucun intérêt. Ce sont des combats d'arrière-garde. Aujourd'hui, c'est l'union depuis 20 ans et nous devons continuer à la renforcer parce qu'elle est fragile. Et quand on a en face de nous des dirigeants, des ennemis comme Erdogan ou comme Aliyev, eh bien nous devons être le plus unis possible encore. Nous le sommes, mais nous devons l'être encore plus et nous pouvons l'être encore plus. Harat-Oranian, donc le président de la République, par exemple, a-t-il manifesté, il commémorera lui aussi cette journée nationale du 24 avril. Ça, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas Comme vous dire. L'année dernière, il avait déposé une gerbe de fleurs à Komitas.
Vous parlez de qui? Du président de la République? Dans la République. L'année dernière, en fait, il avait délégué la ministre de la Justice, Ah, Nicole Belloubet, qui avait déposé une gerbe avec la maire de Paris, Madame l'ambassadrice d'Arménie, Asmik Tolmadjian, Ada Toragnan et moi, en fait, au 24 avril. Donc, il avait délégué sa ministre de la Justice pour qu'elle dépose une gerbe en notre compagnie. Nous étions l'année dernière vraiment dans un contexte très très particulier, avec le Covid qui commençait et avec vraiment beaucoup d'inconnus qui pesaient qui ont pesé sur l'organisation. Mais nous avons réussi l'année dernière néanmoins à maintenir la commémoration avec une représentation du gouvernement, une représentation de la maire de Paris. Cette année, ce sera encore le cas. les circonstances sont toujours extrêmement difficiles et dramatiques, mais le niveau de connaissance et de parade par rapport à ce virus a tout de même évolué, et il va permettre au CCAF cette connaissance, ce progrès que nous avons réalisé face au virus va permettre au CCAF d'organiser le 24 avril. Pour répondre à votre question, ce que va faire le président, je n'en sais vraiment rien au moment où je vous parle. Nous attendons bien sûr un geste de sa part. Nous attendons de la France en général, au-delà même de ses autorités, du gouvernement, du président de la République, nous attendons une vraie mobilisation sur ce qui se passe. Et je dois dire que depuis quand même quelques mois, si je m'en réfère aux unes des journaux, aux unes de sites internet, à ce qui se passe dans les réseaux, mais aussi dans les grands médias, je pense au Point, je pense au Journal du Dimanche, je pense à toute une série de médias, à l'Express, à Marianne, au Nouvel Observateur, à nombre de journaux, au Figaro. Beaucoup de personnalités se sont appropriées cette question. Vraiment, si nous avons été terriblement seuls, notamment du point de vue militaire, en octobre et novembre, nous nous sentons tout de même un peu moins seuls, en tout cas en France aujourd'hui, par rapport au relais et par rapport aux autorités françaises. Je veux espérer, mais pas seulement espérer, nous travaillons à ce que le 24 avril prochain confirme ce que je viens de vous dire et soit la traduction au plus haut niveau de ce que je constate comme étant quand même un progrès dans la prise de conscience collective sur la situation des Arméniens. Voilà. Après, que fera le président de la République? Que fera la maire de Paris? Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que d'autres personnalités, est-ce que le conseil régional, est-ce que d'autres seront mobilisés? Nous aurons en tout cas à nos côtés, comme d'habitude, et elle va s'exprimer cette année encore, ce que Bernard-Henri Lévy appelait la solidarité des ébranlés, à savoir les victimes des autres génocides. Le mois d'avril a été, hélas, particulièrement riche de ce point de vue-là, puisque le 7 avril, on commémore le génocide des Tutsis au Rwanda. Le lendemain du 24 avril, ce sera le jour de la déportation. Et cette solidarité des victimes, cette solidarité que nos amis appellent la solidarité des ébranlés, saura aussi s'exprimer par la présence des uns et des autres ce jour-là. Et ça me paraît être aussi une dimension extrêmement importante parce que, comme je vous le disais, et pour les uns et pour les autres, l'hypothèse du génocide n'appartient pas au passé. Alors, je voudrais vous faire plus particulièrement, évidemment, pour les Arméniens, parce que les Arméniens n'ont pas eu de Nuremberg. Il n'y a pas eu de dénazification ou l'équivalent d'une dénazification de la Turquie.
l'idéologie qui avait conduit au génocide de 1915, aux événements, à l'extermination des Arméniens, perdure jusqu'à aujourd'hui, sous les yeux complaisants du monde, et continue à faire des dégâts jusqu'à aujourd'hui. Donc, face à tout ça, c'est vraiment le travail, la prise de conscience de la démocratie, des valeurs, des droits de l'homme qui doivent s'exprimer, qui doivent se faire entendre face aux forces de la barbarie. C'est dans cette continuité-là que nous allons œuvrer et travailler avec Mourad, avec les autres organisations du CCAF. Bien entendu, et merci Mourad pour tes mots, bien entendu dans l'unité la plus totale, parce que il ne peut y avoir de place pour la moindre dispersion, et il est exclu, et il est inconcevable que nous abordions ces défis autrement qu'en rang serré. Alors, je voudrais vous faire réagir, messieurs les coprésidents du CCAF, à plusieurs événements. Tout d'abord, vous l'avez dénoncé dans un communiqué cette semaine, mais quand même, puisqu'on a l'occasion de vous avoir parmi nous, de vous faire réagir sur ce parc de l'horreur qu'Aliyev a ouvert et qui, d'une certaine façon, démontre que la volonté d'extermination, d'humiliation du peuple arménien continue à Bakou. Et qu'est-ce que vous attendez à la fois des pays européens et de la France comme réaction par rapport à ce parc de l'horreur? Vous avez raison de souligner, c'est incroyable, c'est même inimaginable. Jamais on n'aurait pu penser effectivement qu'une telle mise en scène macabre, dégueulasse, puisse être obscène même, puisse être organisée. C'est absolument ignoble, ça suscite une indignation auprès des chancelleries occidentales, on le sait, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui motive effectivement l'Azerbaïdjan et la Turquie, parce que la Turquie d'Erdogan est toujours en train de stimuler la haine de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens. Donc, n'oublions pas que Erdogan a annoncé un voyage à Chouchi au mois de mai. Donc voilà, le pan-turquisme se met en marche, évidemment. Ce sont les forces du pan-turquisme qui s'installent dans le Caucase et dans cette partie du monde pour réaliser le vieux rêve pan-turc. Ce parc de la haine, ce parc de l'horreur est absolument insupportable et doit être condamné par la communauté internationale, c'est certain. Nous jouons notre rôle, nous, ici en France, pour susciter des réactions de la part d'un certain nombre de personnalités. Il y aura un voyage, comme Ava l'a souligné tout à l'heure, qui va être organisé à l'occasion du 24 avril, où le président du Sénat, Larcher, sera en Arménie, et on peut le dire, très fort probablement accompagné par un membre du gouvernement, par un ministre du gouvernement, pour marquer le soutien de la France aux Arméniens, à l'Arménie, donc à Yerevan, mais également à Paris, mais également dans toute la France, puisque, comme nous le savons, depuis 2019, le 24 avril est une journée officielle du génocide arménien, fait partie du calendrier officiel de la République française. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ce 24 avril sera une planche de rappel qui va nous permettre de réorganiser, de relancer le combat que nous n'avons jamais abandonné, jamais, jamais. Il s'organisera de manière encore plus puissante, encore plus forte, et sur les combats essentiels qui sont les nôtres. Et vous avez pu constater, Harout Mardirosyan, parce que vous êtes un observateur avisé, que nous sommes sur tous les fronts, notamment sur la question de la mosquée de Strasbourg, puisque dès que nous avons appris effectivement qu'une subvention avait été votée par la mairie de Strasbourg, avec Arat Oranian, nous avons eu un entretien
avec Jeanne Barséguian, la maire de Strasbourg. Donc un entretien qui a été très constructif, où nous avons expliqué à la maire de Strasbourg qui était le Miligorus, les implications d'Erdogan, son refus d'avoir signé la charte de l'islam de France, le fait qu'ils soient un relais religieux dans les mosquées en fait de Erdogan directement. Et nous avons réussi à convaincre la maire de Strasbourg de l'inopportunité en fait de confirmer cette subvention. Et donc on le sait aujourd'hui, la mairie de Strasbourg ne versera pas cette subvention de 2,5 millions d'euros donc à la grande mosquée, à la mosquée qui aura été dirigée par le Miligorus. Et donc là aussi, c'est important de signaler que c'est par l'explication, par le dialogue, parce qu'on est présent aussi sur tous les fronts, qu'on a réussi à remporter cette victoire-là contre les relais d'Erdogan en France. Toragnan, un mot à ajouter sur ce point? Un mot, c'est en ce qui concerne l'Azerbaïdjan, je crois que ce parc qui est en fait celui du racisme exacerbé, c'est du racisme exacerbé et du totalitarisme à l'état brut. Ça résume assez bien l'identité politique de ce pays aujourd'hui. Et il faut en effet attirer l'attention de l'ensemble de nos dirigeants pour condamner et pour boycotter toute initiative de ce pays, à l'égard de ce pays, tant que ce parc des trophées racistes sera ouvert comme il l'est au grand public. Pour le reste, j'évoquerai juste pour rajouter, pour compléter en quelques mots le volet du négationnisme. Vous savez que nous sommes toujours confrontés au développement de cette idéologie qui est la continuation politique du génocide sur le territoire, que nous sommes toujours dans une situation où ce sont les négationnistes qui font des procès aux fils et aux descendants des victimes, que nous n'avons à ce jour, hélas, aucun moyen, aucune arme légale pour nous défendre, même si nous gagnons jusqu'à aujourd'hui devant les tribunaux d'une manière systématique. Mais cette situation non plus ne peut pas durer parce que le négationnisme est à l'origine et est la matrice de cette haine anti-arménienne relayée par les nationalistes turcs. On ne peut pas, face à cette situation, prendre le risque d'aller vers un choc entre communautés. L'État doit prendre ses responsabilités. La République doit prendre ses responsabilités. C'est à elle d'arbitrer ce type de situation et à elle d'interdire les discours de haine et de violence et négationnistes sur le territoire. Donc il y a évidemment cette dimension-là qui n'est pas nouvelle, mais que nous allons continuer à assumer, d'autant plus que je viens de voir que sur le site Abîme, qui est une officine négationniste pour laquelle travaille en particulier un des négationnistes qui fait ses procès contre les militants arméniens, il y a eu une version délirante de ce qui s'est passé au moment du dernier procès pour le négationnisme, où on apprend que les jurés, que les juges m'auraient relaxé parce qu'ils auraient été sous la menace. On peut lire ce genre de choses. Et parallèlement, on peut lire aussi que ces individus qui professent le négationnisme du génocide arménien rendent sur ce même site un hommage à Talat Pacha. Donc la boucle est bouclée et ceci est... Il y a encore un palier de franchi. Et évidemment, il va falloir que l'État, la France, se donne les moyens de réagir et de mettre un terme à tout cela, parce que c'est plus supportable. Deuxième sujet d'actualité, peut-être plus court parce qu'il concerne moins la France.
les yeux seront quand même assez rivés vers les États-Unis ce 24 avril. Notamment, on attend, contrairement aux 5 années Trump, à une reconnaissance par le président Biden du génocide arménien, une reconnaissance explicite qui viendrait après celle du Sénat et de la Chambre des représentants. Est-ce que vous pensez que cela aura un impact important sur la planète de cette déclaration du président Biden, si elle intervient? Je mets bien encore un si, parce que jusqu'au dernier moment, il nous faut être prudent. Oui, vous avez raison de souligner que les choses sont plutôt bien engagées, mais qu'il faut être prudent jusqu'au dernier moment, parce que tous les lobbyistes d'Ankara sont mobilisés à Washington et dans l'ensemble des États-Unis pour empêcher effectivement que le président Joe Biden reconnaisse le génocide arménien. Les informations que nous avons de l'ANC, l'équivalent du CDCA aux États-Unis, sont des informations prudentes mais optimistes, j'aurais pu dire prudemment optimistes. C'est que effectivement l'entourage du président Biden est plutôt positif sur ce point-là, mais évidemment, jusqu'au dernier moment, les choses peuvent changer. Si le président Biden devait, à l'exemple de la Chambre des représentants et du Sénat américain, reconnaître le génocide arménien, ça aurait un impact international extrêmement important, puisque les États-Unis sont l'hyperpuissance aujourd'hui, et que dès son élection, le nouveau président américain reconnaisse le génocide arménien, ce serait pour la cause arménienne un impact extraordinaire dans le monde entier. De quelle manière cet impact s'incarnerait? Est-ce que ça provoquerait des reconnaissances du génocide arménien derrière? Probablement que ça relancerait une nouvelle dynamique. C'est par des dynamiques que les choses se mettent en place. Probablement que ça relancerait des dynamiques et qu'un certain nombre d'États, en fait, qui aujourd'hui ne savent évidemment tous qu'il y a eu génocide arménien, mais étaient sous la menace, la vraie menace du gouvernement turc, en fait, peut-être se libéreraient de cette menace et reconnaîtraient à leur tour le génocide arménien. En tout cas, nous sommes très attentifs, nous avons beaucoup d'espoir sur Washington le 24 avril prochain. Nous attendons effectivement que les États-Unis reconnaissent le génocide, que le président Biden reconnaisse le génocide. Ala Toragnan. Évidemment, ça pèserait d'un poids considérable. Il faut simplement que le président Biden, sur lequel on fonde des espoirs, mais on en avait aussi fondé sur d'autres, on avait fondé à l'époque notamment sur Barack Obama, qui aussi incarnait un nouvel espoir pour une avancée des droits de l'homme dans son pays et dans le monde. Biden le fait de la même façon. Nous espérons que cette fois-ci, bien entendu, sera la bonne. Je ne mésestime pas cependant deux choses. D'une part, le tropisme anti-russe exagéré du positionnement américain, et d'autre part, l'habileté, l'agilité et la duplicité classique de la Turquie d'Erdogan, qui ne manquera pas, et qui, on a eu des informations dans ce sens, qui affirment que sa politique, en particulier dans le Caucase, contre la République du Haut-Karabakh, vise à stopper, vise à réfréner l'influence russe dans cette région. Donc, est-ce que ce type de discours éculé, qui ne saurait en tout cas nous tromper, nous, parce que nous savons que Erdogan ne poursuit pas une politique anti-russe dans le Caucase, il poursuit une politique pan-turque, et que même il essaye peut-être de trouver langue avec la Russie pour obtenir, si ce n'est un partage, ou en tous les cas un juste équilibre dans la région. Mais la diplomatie turque, qui
qui s'appuie sur une très très vieille tradition de duplicité et beaucoup d'intérêts, et bien parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu, y compris des intérêts militaires, peut encore nous réserver des surprises. J'espère que le droit, j'espère que la justice, j'espère que les droits de l'homme, j'espère que le discours que porte Biden et avec lequel il a été élu triomphera et fera barrage à ces tentatives qui n'ont que trop duré, vraiment que trop duré. Écoutez, messieurs, nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Je rappelle le rendez-vous de samedi prochain à 15 h devant la stèle de Comitas. Il y aura également, vous n'en avez pas parlé, mais c'est naturel, tout un certain nombre de rendez-vous qui auront lieu dans chacune des communes autour de Paris et au-delà, et dans les communes de Rhône-Alpes et dans les communes de Provence-Côte d'Azur, y compris en Bretagne, y compris à Bordeaux, y compris un peu partout à Biarritz, un peu partout en France. Il y aura des commémorations du génocide des Arméniens. Quel est votre message final à une semaine maintenant de ces commémorations? Moulad Papazian. Écoutez, le message, vous l'avez compris tout au long de cette émission, c'est un message de mobilisation. Le combat continue. Nous devons être encore plus puissants, encore plus forts, encore plus organisés, parce que dans les semaines et dans les mois et dans les années qui viennent, nous avons la responsabilité de porter ce combat pour l'Arménie, pour l'Artsakh, pour la libération des prisonniers, contre la Turquie d'Erdogan, contre l'Azerbaïdjan d'Aliyev, pour l'union du peuple arménien dans le monde. Et donc, nous devons continuer, c'est notre responsabilité historique. Et ce 24 avril est le premier 24 avril après la guerre, cette guerre ignoble, et nous devons montrer au monde entier que le peuple arménien est un peuple mobilisé à travers le monde, qu'il a des ressources et qu'il est en situation de reconquête. Nous sommes en situation de reconquête. D'accord ? Nous avons perdu une bataille, la guerre n'est pas perdue, l'Artsakh est arménien. D'accord ? Les positions qui ont été prises par la force de manière illégale contre le droit international doivent être reconquises à un moment donné, et donc nous devons être tous mobilisés dans ces combats-là. Ala Toragnan, le mot de la fin. Comme tous les ans, le 24 avril, nous sommes bien sûr dans la peine, dans la tristesse. Nous le sommes évidemment encore plus cette année, avec les deuils qui ont touché l'Arménie, la jeunesse arménienne en particulier. Nous sommes blessés, mais nous sommes vivants. Nous sommes debout, plus que jamais, et nous allons continuer le combat, quoi qu'il arrive, en étant plus déterminés que jamais, à cause de ces derniers événements. Eh bien, écoutez, messieurs, merci encore pour cette émission. Ala Toragnan, le président du CCAF. Et donc, rendez-vous tous samedi prochain, 24 avril, devant la stèle de Comitas à 15 h, et à Lyon et à Marseille, à 16 h à Lyon, devant le consulat de Turquie, à Marseille, j'ai déjà oublié. 14h30, place Castellane, pour aller aussi au consulat turc. Eh bien, merci encore et à la semaine prochaine. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.